Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Toujours ravi de vous retrouver, que vous veniez de Beyrouth, du Costa Rica, New York, Tel Aviv ou bien Londres. Prêt pour 26 minutes de rêve et d'excellence? Alors voici le sommaire. Coup de chapeau au formier Lorenzo Rey. Dans sa galerie, Franck Prazan est le maître de l'école de Paris. Et à Gstaad, un palace au sommet du raffinement. Honneur à l'artisanat, je vous présente Monsieur Lorenzo Rey. C'est l'un des derniers formiers au monde. Il sculpte dans les bois les formes des chapeaux et des gants sur lesquels modélistes et gantiers vont créer leurs modèles. Vous avez remarqué, dans artisan, il y a le mot artiste. Voici pourquoi. Près de la Bourse de Paris, un atelier discret mais unique. Lorenzo Rey est l'un des derniers formiers au monde. Et cela vaut bien un coup de chapeau. Il sculpte ses modèles dans des blocs de bois de tilleul. Installé depuis 1962, Lorenzo Rey et sa femme travaillent pour les grands noms de la haute couture, Dior, Givenchy ou Chanel. C'est très jeune qu'il a appris ce métier, un peu sur un coup de tête. Moi, j'ai fait de la sculpture à l'âge de... J'ai commencé à l'âge de 14 ans dans une école, faire une sculpture. Au départ, on est allé avec les amis, on allait plutôt pour s'amuser que pour apprendre le métier. C'est après qu'on a trouvé que j'aimais ça. Puis c'était mon oncle qui était à Paris, là. Genre, je suis né en vacances et puis j'ai trouvé... Ce métier-là, c'était tout nouveau pour moi. J'ai dit, tiens, c'est bien, c'est intéressant. Pourquoi on réalise des modèles tous les jours différents, c'est jamais la même chose. On doit toujours faire de la création. J'ai pris la société et voilà, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis là. En véritable sculpteur, il fabrique tous ses modèles à la main. Pour les maisons de couture, souvent on a des prototypes et on réalise des prototypes. Mais maintenant, plus souvent aussi, on travaille sur des croquis. On réalise à la dernière minute, on peut rajouter des modèles et là, il faut être prêt à réaliser le modèle. Il ne suffit pas d'être une tête en style, le formier doit aussi avoir le sens des proportions. On n'a pas le droit à l'erreur, pourquoi on n'a pas le temps de recommencer. Si vous passez une semaine pour faire un modèle et puis vous arrivez et que c'est pas ça, on n'a pas le temps de recommencer, on n'est plus pour le temps, il faut y aller. Il ne faut pas regarder les gens. Je ne regarde d'ailleurs pas les gens, jamais. La chapelière Marie Mercier est une des clientes de Lorenzo Rey. L'artisan a aussi travaillé sur les chapeaux des soldats de la mode de Dior. La haute couture permet de conserver son savoir-faire unique. Oui, Stéphane John, il vient tous les formes pour sa collection, pour les collections d'autres maisons d'haute couture. Il travaille avec plusieurs maisons d'haute couture. Oui, Stéphane John, Philippe Tracy. Et eux, ils s'amusent à vous faire des sacrés chapeaux. Hein. Des choses très compliquées. Des fois, ils me disent, est-ce qu'on arrivera à les faire? Je dis, bah oui, on va arriver. Un véritable défi car dans son atelier, pas de laser ou de travail industriel. Il ne peut compter que sur ses doigts de fée. Ça, c'est une forme, c'est un casque, c'est réalisé en cuir. Voilà, il y a des heures de travail, il y a 4-5 jours de travail. Si on passe les mains dessus, on voit où il y a les petits défauts, où il y a les petites barres. Et là, on modifie, on a fait la mesure. Il faut mesurer. Bah, il y a des endroits qu'on ne peut pas mesurer. Un modèle comme ça, on peut mesurer le contour. Mais le reste, ça reste... il faut que ce soit à l'œil. Moi, des fois, j'oublie de mesurer. Et à la fin,
Je regarde, je dis, oh, c'est bien, je devrais faire peut-être 60. Et j'ai oublié de mesurer, alors je mesure. Et c'est 60. Certains modèles demandent un bon coup de main. Il faut penser que les formes, on va la mettre sur la tête, on va le voir. La ligne, il faut qu'il y ait la ligne. C'est pour ça que les clients, des fois, ils me donnent des mesures. Après, au fur et à mesure que je fais le modèle, je réalise le modèle, je regarde et je ne respecte plus les mesures. Je regarde après, à un certain moment, je regarde la ligne, je ne regarde plus les mesures. À l'exception des maisons de couture et de la cour d'Angleterre, sa clientèle est essentiellement étrangère, Japon, Russie et États-Unis notamment. C'est un métier qui est vraiment très prenant, il prend beaucoup de temps, mais on a beaucoup de plaisir aussi quand le modèle est fait, que le client est content. Ceux qui ont envie d'apprendre sont les bienvenus. Décidément, il sait mettre les formes pour parler de son métier. Avis aux collectionneurs, c'est avec l'art que nous avons rendez-vous maintenant, précisément à la galerie Applica Prazan, entièrement dédiée au grand peintre de l'école de Paris des années 50. Un régal. Rive droite ou rive gauche? Avec ces deux galeries, Franck Prazan a décidé de ne pas choisir. Après avoir exercé ses talents dans les sociétés de luxe comme Le Bon Marché ou Dior, il a repris les rênes de l'entreprise familiale. Je suis devenu galeriste à la suite de mon père, qui a fondé la galerie il y a une vingtaine d'années. Mon père était collectionneur avant que d'être marchand de tableaux, donc moi j'ai eu la chance, et c'est une chance parce que je n'ai pas eu à produire d'efforts pour ce faire. J'ai vécu dans cet environnement, donc je l'ai intégré, je l'ai acquis, et je m'en suis parfaitement imprégné. Comme son père, il conserve une spécialité très pointue. Les grands peintres de la seconde école de Paris, une connaissance qui fait la renommée de sa galerie. Nous sommes marchands de tableaux, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de promotion d'artistes vivants, nous ne construisons pas des carrières, ce n'est pas notre compétence. Nous, notre compétence, c'est d'intervenir donc, avec un recul qui, pour ce qui nous concerne, étant spécialiste de la seconde école de Paris, peut parfois être un recul de 60 ans, et qui nous permet de distinguer, en fonction de notre goût, de notre vision sur la création de cette époque, les artistes les plus importants et les œuvres les plus significatives de ces artistes que parfois nous suivons très au-delà de la période qui nous concerne à titre principal, l'après-guerre, jusque dans la période plus contemporaine, puisque Pierre Soulages a peint il y a 60 ans, continue de peindre, et je suis devant une de ses peintures de 2006, donc très contemporaine. C'est une peinture caractéristique d'un travail qu'il a entrepris à la toute fin des années 70, début des années 80, qui est un travail sur ce registre que lui n'aime pas intituler monochrome, mais plutôt monopigmentaire. Il utilise une seule couleur, le noir en l'occurrence, donc il s'agit d'une peinture dite outre noir, mais qui n'est pas monochrome en ce sens que la façon dont il a travaillé la matière permet, par des jeux de matité, de brillance, de relief, de faire varier la lumière sur cette composition. En l'occurrence, on le voit très bien ici. Et donc, à mesure que l'on se rapproche du tableau, dépendamment de la façon dont on se tient devant ce tableau, de la distance, de l'éclairement qui peut exister, on a des variations chromatiques, qui sont tantôt teintées de blanc, de gris, et qui font que la peinture n'est jamais la même, et qui donnent à cette peinture une vie. Pas besoin de nous faire un tableau, Franck Prazan est un véritable expert. Il peut conseiller les collectionneurs confrontés à un choix de plus en plus vaste. Lorsque des gens qui ont vu beaucoup d'œuvres, et c'est notre cas dans un tout petit secteur, qui est donc l'après-guerre, des peintres qui ont travaillé à Paris, ils étaient très nombreux après-guerre, 360 je crois. On se concentre sur une trentaine d'entre eux et sur les œuvres les plus significatives. Donc quand on est extrêmement spécialisé, comme c'est notre cas, et que l'on voit passer régulièrement à la galerie ou en dehors de la galerie, dans les musées, des œuvres qui correspondent à ce tout petit domaine de compétences, on acquiert une habitude, on acquiert ce qu'on appelle un œil dans notre métier, et c'est cet œil que l'on exerce
et que l'on met en avant pour sélectionner ce qui correspond à ce que nous aimons montrer. Ça nous permet d'avoir, disons, un critère qui nous distingue peut-être et qui fait que les collectionneurs, lorsqu'on pense, je ne sais pas, à un tableau de Poliakov, de Pierre Soulages, de Nicolas de Staël, de Taclan, de Riopel, et Fautrier, j'en passe et beaucoup d'autres, eh bien pense à nous, parce que c'est notre compétence et parce qu'on ne s'en est jamais départi. Avantage pour la galerie, la seconde école de Paris regroupe des peintres d'horizons très différents. Nicolas de Staël a peu vécu, il est mort à 41 ans. Ce tableau s'inscrit dans la toute dernière période de sa vie. C'est un peintre qui a travaillé sur la thématique classique de la peinture, celle qui de tout temps a mobilisé les peintres. Mais ce que j'aime voir dans cette peinture de la fin de sa vie, c'est justement sa capacité par la couleur, essentiellement par la couleur, à dépasser le sujet qui devient finalement un prétexte. Et on en a une très bonne illustration ici, puisque c'est une peinture qui, par sa gamme chromatique, nous prend et monopolise, je dirais, toute notre attention. Franck Prazan possède 2 galeries. La plus ancienne est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, la nouvelle, avenue Matignon. Pourquoi 2 galeries? L'idée, c'est de montrer l'école de Paris dans son contexte, Paris, des 2 côtés de la Seine. Les gens aiment se promener à Saint-Germain-des-Prés plutôt le week-end et venir nous voir plutôt le samedi, alors que rive droite à Paris, les gens viennent d'abord de l'étranger y travailler, la semaine plutôt, fréquentent les hôtels du quartier, passent à la galerie au moment des ventes d'art contemporain à Paris. Donc voilà, c'est 2 pôles qui pour nous sont complémentaires. Et la galerie, contrairement à un musée par exemple, c'est un espace ouvert. N'importe qui peut rentrer dans une galerie, regarder une œuvre d'art, passer du temps avec le galériste, avec ses collaborateurs, ses collaboratrices. C'est toujours un plaisir que de parler de peinture. On a cette relation de proximité avec qui veut bien nous faire le plaisir d'entrer à la galerie. Bien, cette période-là aura marqué un jalon dans, je dirais, la trajectoire au long cours de l'art dans l'histoire de l'humanité, et c'est le moment où l'abstraction a pris le pas de façon définitive, j'entends, pratiquement définitive, où, si vous voulez, la peinture en tant que telle, par son autonomie, a dépassé le strict cadre de la performance de peindre, de l'artisanat de peindre, où le marché est devenu mondial. Et donc, voilà, les écoles se sont finalement mises en perspective les unes par rapport aux autres. L'école américaine, qui a pris l'hégémonie du point de vue du marché, l'école française, qui est restée, à mon avis, tout à fait centrale dans ce panorama. Des tableaux très prisés car d'une grande modernité. Pour terminer, visite du dernier né des Palaces des Neiges. C'est le premier 5 étoiles créé à Gstaad depuis 100 ans et ça vaut le détour. Pour la sérénité, le rêve ou pour les curieux de découvertes architecturales, direction la Suisse. C'est par là? Non, c'est par là. C'est par là. Gstaad, un petit village suisse bien connu des voyageurs fortunés. Il y a fort à parier que cet hôtel deviendra vite leur chalet préféré. Après 4 ans de travaux, le palace a ouvert en décembre. Il mélange architecture suisse traditionnelle et touche plus contemporaine. Les 56 chambres et suites offrent un cadre chaleureux. Le concept pour l'hôtel était donc l'authenticité, combiné avec la hôtellerie luxe suisse. Que vous voyez dans l'hôtel, tout est original. Des œuvres d'art originales, mais une décoration traditionnelle basée sur l'utilisation du bois. On a créé vraiment une atmosphère d'un chalet. Et ça commence déjà quand vous entrez, vous voyez déjà le grand escalier, du bois, c'est le vieux bois qui fait plus de 200-300 ans qu'on a trouvé dans les fermes, dans les écuries. Et ça, c'est vraiment donc cette authenticité que les gens cherchent. Pour ce projet, la direction a su bien s'entourer. Évidemment, on a travaillé avec beaucoup d'experts
qui ont travaillé sur ce projet. Donc on a vraiment une équipe très professionnelle de décorateurs d'intérieur qui ont suivi le projet depuis le début. C'est des gens qui sont très expérimentés, qui ont fait des hôtels 5 étoiles à travers du monde. Donc là aussi, il y avait des consultants, beaucoup d'idées qui sont mises ensemble et puis on a pris les meilleures des idées pour vraiment créer un produit unique. Comble du raffinement, un sèche-vernis à ongles dans chaque suite. Le Palace a aussi eu le bon goût de choisir Megu, le fameux restaurant japonais de New York. Le concept japonais, ça s'était créé il y a quelques années parce que les propriétaires, ils ont fait connaissance de cette marque qu'on a repris ici, de New York. C'est un décor unique, donc c'est un travail très réussi. Donc on a vraiment les éléments japonais traditionnels plus les éléments suisses, ils ont fait une symbiose qui est très très réussie. Ce décor est signé du français Noé Duchaufour-Laurence. C'est la première déclinaison de Megu en Europe, l'occasion de découvrir le raffinement de cette cuisine encore peu connue. C'est vraiment la cuisine gastronomique japonaise. Et puis ça, c'est vraiment une vraie lacune, donc c'est vraiment beaucoup de gens qui voyagent beaucoup, ils n'ont jamais vu des choses comme ça. Donc on est vraiment arrivé à créer un produit extraordinaire. Parmi les spécialités, la tranche de bœuf de Kobe grillée au charbon de bois. L'hôtel propose aussi de goûter aux saveurs suisses. On voulait aussi représenter les autres régions de la Suisse, parce que les gens qui viennent ici, ils n'ont pas forcément l'occasion de voyager dans les autres coins de la Suisse. Donc on a exprès pris des plats de chaque région, présentés d'une manière un peu moderne. Donc c'est des recettes traditionnelles avec un petit toucher moderne. Il y a en tout 3 restaurants. L'influence asiatique se fait aussi sentir au Spa. 2000 mètres carrés dont l'aménagement a été réalisé par un cabinet d'architectes thaïlandais. Cet hôtel, c'est le pied. On a quand même un grand choix de catégories pour un hôtel qui n'a que 56 chambres, donc pour offrir un maximum de possibilités aux clients avec différents besoins. Donc on a 56 chambres au total, donc il y en a 25 chambres de luxe, la catégorie normale, et puis tout le reste c'est des suites. Donc ça commence avec les Junior Suites, les Deluxe Suites, les Grand Luxe Suites, et puis à la fin la suite panoramique de 400 mètres carrés. C'est un appartement comprenant 3 chambres. Il offre une vue imprenable sur les Alpes suisses. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un séjour de une courte durée, mais on peut y rester plusieurs semaines. Mais c'est vraiment fait une suite qui répond aux besoins des gens les plus exigeants. Les gens les plus exigeants, mais aussi les plus fortunés, la suite occupe 2 étages. Il y a un spa privé, donc il y a le hammam, il y a le jacuzzi sur le balcon avec vue magnifique du panorama des montagnes, le sauna, le hammam, un petit fitness, une salle de massage privée, plus 3 chambres à dormir, un living, une petite cuisine avec une cave à vin, donc tout ce qu'il faut pour être confortable. Ici, on a l'art de recevoir et on aime l'art tout court. Naxon Mimran est le fils de l'un des 2 propriétaires de l'hôtel. Il a choisi avec intelligence et soin les œuvres exposées dans l'établissement. Il y a à peu près 1 an, je me suis investi personnellement dans le côté culturel et artistique de ce projet pour apporter quelque chose de jeune, de dynamique et de multiculturel à cet hôtel. Une sélection d'art contemporain qui donne du relief à une décoration traditionnelle. Il y a un contraste complémentaire qu'on a cherché à établir dans ce lieu. C'est ce mariage entre la tradition suisse et l'extravagance et le côté provocatrice de certaines de ses œuvres, dont Tracey Emin avec les néons, And I Said I Love You, qui se trouve au milieu de La Princesse de Velázquez et de l'autre côté du lobby et La Sorcière de Bickerton. Donc ça marie les époques et on a créé avec ces deux œuvres quelque chose de puissant, quelque chose qui donne le ton du lobby.
Pour que le service soit au sommet, le Palace a déjà recruté plus de 120 personnes. Comme vous dites, dans ces cas-là, mieux vaut être copain avec son banquier. Merci de votre fidélité, merci au Royal Mansour de nous avoir reçus. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, ou sur notre page Facebook, ou sur tv5mondeplus.com. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque chez nous, le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. Cette voiture roule pour l'innovation, donc elle nous plaît. Elle possède un moteur hybride, diesel et électrique, le premier de série au monde. Plus écolo, elle émet moins de CO2 que les modèles classiques, mais pour être vert, il faut mettre le prix.